Ce n'est peut-être ni la prochaine élection ni un coup d'État spectaculaire qui décidera du sort de l'Afrique de l'Ouest, mais bien un simple contrat signé à Lagos. À cet instant précis, le Nigeria inaugure deux énormes hubs de maintenance aéronautique. Sous l'apparence d'une annonce technique anodine, ce sont les équilibres de toute la région qui vacillent. Celui qui contrôle le ciel détient désormais la clé des pouvoirs visibles et invisibles. Pour la CEDEAO, soutenue par ses alliés occidentaux, cette avancée technique représente bien plus qu'une modernisation. C'est l'occasion d'asseoir sa domination au-delà des frontières terrestres en prenant la main sur les infrastructures qui relient et protègent chaque nation. En face, le bloc du Sahel, déterminé à défendre une souveraineté sans compromis, refuse toute dépendance envers les plateformes techniques de ses voisins. La fracture n'est plus seulement idéologique ou militaire, elle est devenue technologique. L'enjeu n'est plus d'occuper le territoire, mais de contrôler les réseaux logistiques qui irriguent de l'économie, la sécurité et la diplomatie. La bataille pour la souveraineté se joue désormais dans les hangars, sur les pistes d'atterrissage et au cœur des salles de contrôle. Pour mieux comprendre l'ampleur de ce bouleversement, imaginez un instant le fonctionnement d'une armée moderne. Il ne suffit pas d'avoir des soldats bien entraînés, il faut aussi pouvoir déplacer rapidement hommes et matériel. Cela requiert une flotte aérienne en parfait état, toujours prête à décoller. Or, sans centre de maintenance performant, même les avions les plus sophistiqués restent cloués au sol, leur potentiel réduit à néant. Prenons l'exemple de la guerre du Golfe en 1991. La supériorité logistique des forces alliées était telle que chaque appareil pouvait retourner au combat après une maintenance ultra rapide, assurant ainsi une domination totale du ciel sur l'Irak. Assistons-nous à une simple modernisation technique ou à l'établissement d'un nouveau déséquilibre durable? La région risque-t-elle de perdre la maîtrise de ses infrastructures vitales ou bien de s'imposer au centre d'un réseau inédit de dépendance? La réponse à cette question dessinera l'avenir de la souveraineté, de la sécurité et des opportunités économiques pour toute une génération ouest-africaine. Mais comment le Nigeria en est-il arrivé à imposer un tel basculement? Pour comprendre, il faut revenir à la genèse de cette transformation silencieuse. Avant même que le Nigeria n'appose sa signature sur le fameux accord avec Boeing, une guerre silencieuse mais décisive se jouait déjà en Afrique de l'Ouest, celle des infrastructures. Depuis plus de 45 ans, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'est imposée comme un modèle d'intégration régionale. Pourtant, derrière cette façade, elle n'a jamais rompu ses attaches profondes avec l'Europe et l'Amérique du Nord. Ses normes, ses circuits des financiers, ses dépendances restent dictées par des partenaires extérieurs qui prolongent l'ombre des anciennes puissances. Pour illustrer cette dépendance, souvenons-nous du cas du franc CFA, encore utilisé par 8 pays membres de la CEDEAO et adossé au Trésor public français. Durant la crise ivoirienne en 2010, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'était retrouvée sous pression étrangère, montrant que le contrôle monétaire restait largement hors de portée des gouvernements locaux. Cette dépendance s'étend aujourd'hui aux infrastructures techniques. La plupart des réseaux ferroviaires, des ports et des aéroports de la région ont été conçus ou modernisés selon des standards européens ou américains, rendant leur gestion autonome difficile sans soutien extérieur. Face à cette emprise, une alternative radicale s'est dessinée: l'Alliance des États du Sahel, rassemblant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces trois pays, unis par une volonté farouche, ont affiché leur refus de toute tutelle et leur ambition de bâtir une souveraineté sans compromis. Leur credo, reprendre le contrôle du moindre mètre carré, de chaque décision stratégique et s'émanciper des réseaux d'influence hérités. L'histoire nous offre de nombreux exemples de cette quête d'autonomie. On pense à l'Inde qui a longtemps dépendu de l'Angleterre pour ses chemins de fer et ses industries, avant de lancer dans les années 50 son propre programme industriel, création de l'Indian Institute of Technology, renforcement des capacités nationales. Ce pari a permis à l'Inde de devenir aujourd'hui l'un des leaders mondiaux du secteur informatique. Mais au cœur de cette confrontation, un géant s'impose, le Nigeria. Impossible à écarter, trop massif pour être ignoré, il incarne le centre de gravité démographique et économique de la sous-région. Néanmoins, ce colosse cache une faiblesse inquiétante, une dépendance presque totale à l'étranger pour la maintenance de ses avions civils et militaires. Depuis des décennies, chaque appareil doit s'envoler vers l'Europe, le Moyen-Orient ou l'Asie pour la moindre réparation majeure, une hémorragie financière et un risque stratégique qui fragilisent toute la région. Cette faille devient critique à mesure que la démographie nigériane explose.
Avec plus de 200 millions d'habitants, le Nigeria voit son trafic aérien croître à un rythme vertigineux. Plusieurs dizaines de millions de passagers transitent chaque année, révélant la fragilité d'infrastructures incapables de soutenir cette cadence. Plus la demande s'accélère, plus la dépendance à l'expertise étrangère devient une menace réelle pour l'autonomie nationale et régionale. Prenons un exemple concret. En 2018, une étude a révélé que près de 90% des compagnies aériennes nigérianes envoyaient leurs avions à Addis Abeba ou à Dubaï pour la maintenance lourde. À chaque rotation, ce sont des millions de dollars de devises qui quittent le pays, creusant le déficit commercial et retardant le développement de compétences locales. À l'échelle d'une décennie, cela représente une somme colossale et un manque à gagner en termes d'emplois qualifiés. C'est dans ce climat de tension que survient l'accord avec Boeing et des partenaires universitaires. Officiellement, il s'agit de former, de transférer des compétences, de moderniser la flotte. Mais en vérité, cet accord est un point de bascule. Pour la première fois, le Nigeria affiche sa volonté de contrôler, sur son sol, toute la chaîne de maintenance aéronautique. Il ne s'agit plus d'une simple évolution technique, mais d'un acte fondateur vers la souveraineté concrète, celle qui se construit hangar par hangar, technicien par technicien. Car l'enjeu est là, vital et sans détour, sans maîtrise de ces infrastructures critiques, aucun État ne peut prétendre à la souveraineté ni peser dans la compétition régionale. Les discours ne suffisent de plus. Seule la capacité à contrôler les réseaux invisibles, ces artères vitales qui irriguent l'économie et la sécurité, compte vraiment. Pour illustrer cette idée, rappelons-nous l'histoire du Japon d'après-guerre. Privé de ressources naturelles et dépendant de l'étranger pour sa sécurité, le pays a choisi d'investir massivement dans la formation technique, la robotique et les infrastructures industrielles. Résultat, dès les années 70, le Japon était devenu incontournable dans l'industrie automobile et électronique. Derrière ce succès, on retrouve toujours la même logique. Maîtriser les infrastructures, c'est s'assurer une place de choix sur la scène mondiale. Face à une CEDEAO toujours arrimée à l'Occident et un Sahel en quête d'autonomie totale, la question brûle. Qui saura dominer ces infrastructures stratégiques? Qui pourra protéger son modèle politique et économique quand les lignes bougent? Pour comprendre la portée de ce basculement, il faut plonger au cœur du projet nigérian, la création de centres de maintenance aéronautique. Là, tout se joue entre ambition, rivalité et jeu de pouvoir. Imaginons une situation où, lors d'une crise régionale, par exemple une attaque terroriste majeure nécessitant un pont aérien pour acheminer des troupes et de l'aide humanitaire, seuls les avions entretenus à Lagos et Abuja peuvent en décoller en temps voulu. Les pays du Sahel, sans plateforme équivalente, sont contraints de solliciter l'aide de la CEDEAO, ce qui réduit leur autonomie et les place dans une position de faiblesse lors des négociations politiques ultérieures. Et si demain, la force brute des armées s'effaçait derrière la vitesse de réparation et la densité des hubs techniques? Ce n'est plus une simple hypothèse. En Afrique de l'Ouest, le Nigeria redéfinit le terrain de jeu en érigeant Lagos et Abuja en géants de la maintenance aéronautique. Autour de ces deux mégapoles gravitent désormais compagnies aériennes, institutions et états-majors militaires. Pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, ce bouleversement est une opportunité rare. Toutes les grandes compagnies, les transporteurs régionaux jusqu'aux gouvernements nationaux, se retrouvent dépendants de l'expertise et des infrastructures nigérianes. Chaque opération d'envergure doit désormais passer par Lagos ou Abuja, ce qui recentre le pouvoir régional autour du Nigeria et modifie l'équilibre des forces. Un parallèle historique s'impose ici avec la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés ont gagné la guerre en partie grâce à leur capacité à réparer et remplacer rapidement les avions endommagés. Les usines de maintenance, dispersées à travers la Grande-Bretagne et les États-Unis, étaient à la colonne vertébrale logistique du front. Aujourd'hui, ce sont Lagos et Abuja qui tiennent ce rôle pour l'Afrique de l'Ouest. En face, l'Alliance des États du Sahel, l'AES, ne tient plus que le terrain. Leur doctrine, fondée sur la souveraineté et la maîtrise militaire du sol, se heurte à l'irruption d'une nouvelle donne. La CEDEAO conquiert le ciel. Le rapport de force échappe à l'idéologie. Il se joue sur l'accès au réseau logistique qui dicte la rapidité et la mobilité. La fracture n'est plus idéologique, mais infrastructurelle. Celui qui contrôle la mobilité impose désormais le tempo. Une armée capable de réparer vite, de projeter hommes et matériel plus loin et plus promptement, prend l'initiative. Grâce à ces deux hubs en pleine expansion, le Nigeria incarne ce nouveau pouvoir invisible, mais décisif.
Imaginons un scénario de crise sanitaire similaire à l'épidémie d'Ebola en 2014. La rapidité de la réponse humanitaire dépendait alors de la possibilité d'acheminer du personnel médical et du matériel en urgence. Avec ces nouveaux hubs, le Nigeria pourrait désormais orchestrer cette logistique à l'échelle ouest-africaine, renforçant ainsi son poids politique et diplomatique. Les partenariats signés avec Boeing, ainsi qu'avec des institutions britanniques, ancrent la CDEAO dans un axe occidental qui renforce son avance logistique et technologique. L'AES, elle, se tourne vers la Russie, la Turquie, la Chine, espérant combler son retard aérien par d'autres alliances, mais sans pouvoir rivaliser sur le terrain des hubs. Le Nigeria s'impose ainsi en gardien de la mobilité ouest-africaine. Transporter, surveiller, intervenir à grande échelle, impossible sans passer par ces infrastructures. Les voisins doivent accepter une dépendance logistique croissante sous le regard attentif de Lagos et Abuja. Pour l'AES, le pire n'est plus de perdre la face ou d'être écarté des négociations, c'est de devenir prisonnière d'un modèle figé au sol, à la merci de la moindre accélération aérienne. Un simple retard de maintenance, une panne non réparée à temps, et c'est toute leur souveraineté qui vacille. La supériorité aérienne n'est plus un luxe, mais la clé de la sécurité, de l'économie, de l'autonomie régionale. Mais ce pouvoir attire les convoitises. Plus le Nigeria concentre le levier technique, plus il devient cible des ambitions étrangères. La compétition pour le contrôle des hubs ne fait que s'ouvrir. Désormais, chaque mouvement logistique peut déclencher une nouvelle lutte d'influence, révélant que l'arène ouest-africaine n'a rien de fermé. Pourtant, derrière cette montée en puissance, des tensions souterraines se dessinent. Qui saura exploiter au mieux ces nouvelles dépendances et à quel prix pour la stabilité régionale ? Lorsque Washington, Moscou, Ankara et Pékin s'invitent dans le jeu, chaque piste d'aéroport, chaque hangar devient un champ de bataille silencieux. Prenons le cas de l'aéroport d'Istanbul, devenu le principal hub entre l'Europe et l'Asie en moins d'une décennie. Cette position stratégique a permis à la Turquie de renforcer son influence sur les flux commerciaux et diplomatiques entre les deux continents. Si Lagos et Abuja suivent cette voie, elles pourraient en devenir les plaques tournantes incontournables des échanges africains et internationaux. Le Nigeria, désormais maître de ces deux grands centres de maintenance aéronautique, offre à la CEDEAO un levier inédit. Pour la première fois, Washington peut peser sur la région sans déployer une seule base militaire. Les hubs nigérians deviennent des points de passage obligés. Qui contrôle le ciel contrôle la dynamique sur le terrain. En face, l'AES réagit dans l'urgence. Bamako, Ouagadougou et Niamey tissent des liens plus étroits avec Moscou, Ankara et Pékin, cherchant à s'affranchir de la dépendance nigériane. Mais cette fuite en avant a un prix, le découplage technologique. À mesure que les alliances se figent, chaque camp verrouille ses systèmes. Les avions, la logistique, même les logiciels de contrôle aérien ne se parlent plus. Les doctrines s'opposent. Pour la CEDEAO, priorité à la domination du ciel, surveillance, mobilité, capacité de frappe rapide. En face, l'AES parie tout sur le contrôle du sol, la sécurisation des frontières et la résilience face à un éventuel blocus aérien. Cette divergence s'accentue, creusant un fossé presque infranchissable et sacrifiant la coopération régionale. Les anciennes fractures héritées de la colonisation ne sont plus les seules lignes de division. Désormais, la coupure traverse la technologie et la logistique. Le moindre incident, une panne sur le tarmac de Lagos, la fermeture d'un espace aérien au-dessus du Niger, peut déclencher une crise. Même sans affrontement direct, la tension ne redescend jamais. Chaque nouvelle dépendance réduit la liberté d'action de la région. Miser sur l'expertise américaine ou la logistique russe, c'est accepter de se fermer à d'autres options. Peu à peu, l'écosystème ouest-africain s'enferme entre deux mondes incompatibles, chaque camp consolidant ses propres verrous technologiques et diplomatiques. Les conséquences sont profondes. La souveraineté ouest-africaine n'est plus seulement affaire de frontières physiques, mais d'accès aux réseaux critiques. Les choix faits aujourd'hui décideront qui pourra circuler, commercer ou même défendre ses intérêts demain. Reste-t-il une marge pour reprendre l'initiative collective, ou la région est-elle condamnée à jouer le jeu de puissances extérieures dans un face-à-face qui n'est pas le sien ? Dans ce contexte, certains acteurs cherchent des issues hors des schémas imposés. L'espoir d'une troisième voie subsiste, mais à quel prix ? La souveraineté n'est plus un simple slogan, c'est désormais une équation technique, froide et implacable. Maîtriser les infrastructures stratégiques, c'est tenir le cœur du pouvoir. Et cela ne s'achète pas seulement à coup d'investissement. Il faut former, innover et multiplier les alliances pour ne jamais dépendre d'une unique technologie ni d'un seul partenaire. Pour le bloc AES, la priorité est vitale.
bâtir une colonne vertébrale aérienne robuste. Même si cela implique de nouer des alliances inattendues, la rapidité d'action prime sur la prudence. Rester sans cette capacité, c'est accepter le risque d'isolement, de lenteur et de vulnérabilité dès la première crise sérieuse. Du côté de la CEDEAO, le piège n'est pas le manque d'ambition, mais l'excès de centralisation. Reposer l'avenir régional sur une poignée de plateformes techniques, aussi performantes soient-elles, revient à exposer toute la région à des défaillances ciblées ou à des chocs géopolitiques soudains. La résilience se construit en renforçant chaque maillon du réseau, pas seulement son centre. Pour illustrer ce danger, souvenons-nous de la panne du réseau Internet en Égypte en 2008. Un unique câble sous-marin sectionné avait paralysé une grande partie du trafic Internet, montrant à quel point la centralisation des infrastructures peut rendre un pays vulnérable. L'Afrique de l'Ouest doit tirer les leçons de ce genre de mésaventures. Mais l'équation ne s'arrête pas aux États ni aux grands blocs. Pour chaque citoyen, chaque entreprise, la résilience devient affaire quotidienne. Comprendre que l'autonomie dépend de la capacité à se déplacer, à transporter, à secourir, à livrer vite, c'est saisir que la logistique n'est pas un luxe réservé aux puissances. C'est une question de survie et de chance à saisir. Prenons l'exemple d'une PME burkinabé qui souhaite exporter ses produits vers le Ghana. Si les liaisons aériennes sont contrôlées par les hubs nigérians, les délais et les coûts logistiques peuvent grimper, affectant la compétitivité de l'entreprise. A l'inverse, une PME nigériane pourrait profiter de la proximité d'un centre de maintenance pour lancer une flotte de drones agricoles, accélérant l'innovation et la productivité. Dans ce paysage bouleversé, le vrai pouvoir n'ira pas à ceux qui crient le plus fort, ni à ceux qui brandissent leur indépendance. Il appartiendra à ceux qui contrôlent la chaîne logistique, de la formation d'ingénieurs à la maintenance des appareils jusqu'à la sécurisation des corridors aériens. Maîtriser ces flux, c'est devenir l'arbitre silencieux du jeu régional. Le risque pour chaque pays d'Afrique de l'Ouest est limpide. Perdre la course à la compétence, c'est céder la souveraineté de demain. Cela signifie abandonner des emplois, sacrifier la sécurité, perdre une voix dans les décisions et s'exclure de l'avenir régional. À ce carrefour décisif, une question s'impose. Que choisir et comment peser dans la bataille à venir ? Pour le Nigeria, la création de 2 centres de maintenance aéronautique n'est pas qu'un pari technique. C'est un acte de puissance qui rebat toutes les cartes du jeu régional. Le prochain combat pour la souveraineté ne se jouera ni sur les territoires visibles, ni à coups de discours, mais dans la maîtrise des réseaux et des techniques que l'on contrôle ou subit. Aujourd'hui, posséder des frontières ou signer des traités ne suffit plus. La souveraineté s'évalue désormais à la capacité de maîtriser les flux invisibles qui irriguent de chaque État. Infrastructures, réseaux logistiques, maintenance aérienne, données stratégiques. Ces artères souterraines dessinent de nouvelles frontières, discrètes mais décisives. L'exemple du Nigeria est frappant. En misant sur 2 centres de maintenance aéronautique majeurs, ce pays n'a pas simplement bâti des hangars modernes. Il a forgé un levier d'influence régionale, transformant sa dépendance passée en force, capable de rebattre les cartes des alliances et du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Pendant que certains défendent leur souveraineté en revendiquant la terre, d'autres l'imposent en maîtrisant le ciel et ses infrastructures. Cette rivalité silencieuse redessine déjà le futur régional. La CEDEAO s'affirme par sa supériorité technique, tandis que le bloc sahélien AES revendique son autonomie par la résilience et le contrôle du terrain. Ce choix ne peut plus attendre. Ce qui se joue dépasse la compétition classique entre États. Il s'agit de la capacité de chaque nation à assurer sa sécurité, préserver ses ressources et choisir librement son avenir. Si l'Afrique de l'Ouest ne définit pas elle-même son architecture technique, d'autres le feront à sa place, au détriment de toute souveraineté authentique. Pour aller plus loin, chaque pays pourrait s'inspirer de la stratégie sud-coréenne des années 70. Séoul a investi massivement dans la formation technique et l'innovation locale, tout en multipliant les joint-ventures avec des partenaires étrangers. Aujourd'hui, la Corée du Sud est un modèle d'autonomie industrielle et technologique, capable de rivaliser avec les plus grands. Les symboles d'indépendance ne suffisent de plus. La question cruciale est désormais qui contrôle les réseaux vitaux, qui détient l'expertise, les centres névralgiques, les hubs du futur. L'inaction ou l'hésitation coûtera bien plus cher que toutes les crises traversées jusqu'ici. Chacun doit s'interroger. Bâtirons-nous une souveraineté concrète, fondée sur la maîtrise des infrastructures, ou resterons-nous spectateurs du récit que d'autres écrivent pour nous ? Ce choix pèsera sur notre destin économique, mais aussi sur la place de l'Afrique de l'Ouest dans le monde.
C'est un appel à réfléchir et à agir ensemble. L'heure est venue de débattre, de décider et de s'unir autour d'un nouveau projet de souveraineté, non ancré dans la peur ou le repli, mais dans l'ambition, la maîtrise technique et la coopération régionale. Pour y parvenir, plusieurs étapes concrètes s'imposent. D'abord, investir massivement dans la formation technique locale, créer des instituts d'aéronautique, des écoles d'ingénieurs et des centres de recherche ouverts à tous les pays de la région. Ensuite, favoriser les partenariats Sud-Sud, en échangeant des savoir-faire avec d'autres régions émergentes, comme l'Asie du Sud-Est ou l'Amérique latine. Il sera également crucial de mettre en place une mutualisation des infrastructures, afin de limiter les risques de dépendance excessive à un seul hub. Par exemple, chaque pays membre de la CEDEAO ou de l'AES pourrait financer à parts égales la construction de centres régionaux de maintenance, accessibles à tous sous conditions transparentes. Enfin, il faudra encourager l'innovation locale en soutenant la création de start-up spécialisées dans la logistique, la maintenance aérienne ou la cybersécurité des réseaux. Cette stratégie permettra non seulement de renforcer la résilience collective, mais aussi de créer des emplois qualifiés et de stimuler la croissance économique sur le long terme. En somme, l'avenir de l'Afrique de l'Ouest se joue aujourd'hui dans la capacité à transformer un simple contrat technique en projet de société. Ce choix, loin d'être anodin, décidera de la souveraineté, de la sécurité et de la prospérité de toute une génération. Le temps n'est plus au discours, mais à l'action. À chacun d'apporter sa pierre pour bâtir ensemble une souveraineté réelle, dynamique et partagée. Le ciel ouest-africain n'appartient à personne, il sera ce que ses peuples choisiront d'en faire.